savoir que l'amitié avec les gens comme Armenal est très sévère. Et c'est pour ça, je tiens à vous dire que tout ce qu'il vous a dit précédemment, si j'étais contre, je l'aurais dit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je te dis que tu aurais dû lire l'article 89, parce qu'il y en a plusieurs qui ne le lisent pas. Les autres commentaires que j'ai entendus, parce que j'enseigne aussi les traités, ce qui est désolant, aussi bien au milieu arménien que grec, c'est que la plupart d'entre nous n'ont jamais lu ces traités. Donc en fait, on parle de ces traités parce que quelqu'un nous mentionne ces traités, et on a des questions du genre, est-ce que le traité de Lausanne sursoit le traité de Sèvres? Est-ce que le traité de Kars a été bien signé par les gens? Alors que moi, en fait, je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je suis invité, je ne vous poserai pas la question que je pose à mes étudiants, qui sont en fait des militaires, et je leur dis tout d'abord, qui a signé quoi? Et vous allez voir que si vous posez la question à vous-même, il y en a certainement beaucoup d'entre vous qui ne savent même pas entre qui et qui a été signé le traité de Lausanne. Vous voyez, par exemple, si on prend les questions à l'envers, si je vous dis est-ce que le Japon a signé le traité de Lausanne, vous allez dire peut-être, peut-être pas, bien sûr que oui. Parce que simplement, vous n'avez pas lu même la première page. Vous voyez? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la plupart des gens considèrent que ces traités sont entre un pays et un autre. En fait, le traité de Lausanne est entre nombreux pays et la Turquie. Donc ça commence différemment. Par ailleurs, il faut se rendre compte qui signe en tant que quoi. La réponse d'Armagnac était particulièrement pertinente sur le problème de la ratification. Justement, on l'utilise de façon un peu floue, on se demande toujours s'il faut ratifier ou pas. En fait, il y a énormément de traités qui n'ont jamais été ratifiés, puisqu'évidemment, le sens de la ratification n'a même pas lieu d'être. Puisqu'évidemment, tout dépend qui va signer le traité et en tant que quoi. Donc, vous savez, si vous vous interrogez par exemple sur le traité de Berlin de 1878, et d'ailleurs, en tant qu'Arménien, ce serait bien que vous y intéressiez, parce que c'est la première fois qu'on a une intervention de la représentation arménienne qui dit qu'on a des problèmes de droits de l'homme. Les Arméniens ne sont pas invités, bien sûr, en tant que pays. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par cette mise au point? C'est que si on ne connaît pas bien les traités et si on ne les a pas bien lus, eh bien, on peut se retrouver avec des problèmes un peu dangereux. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai eu un journaliste en Grèce qui m'a demandé est-ce qu'il ne faut pas arrêter tout le processus de reconnaissance du génocide des Grecs à cause de l'article 59 du traité de Lausanne. Vous voyez, si on vous pose la question comme ça, ben c'est très simple, c'est soit vous l'avez lu, soit vous ne l'avez pas lu. Or, le journaliste n'avait lu que la moitié. Donc, dans la première moitié, il est écrit que la Grèce reconnaît qu'elle a eu tort. Sauf que dans la deuxième moitié, il est écrit que, étant donné les conditions économiques, la Turquie ne revendique rien. Si vous connaissez que la première moitié, évidemment, vous vous dites, eh bien, on va finir par nous demander de l'argent. Si vous connaissez la seconde moitié, l'intégralité de l'article, vous allez vous rendre compte que la question n'a pas lieu d'être. Je vous donne cet exemple parce qu'il y en a énormément. Je vais vous en donner encore un autre. Qui sait parmi vous si le traité de Lausanne s'applique à l'île de Chypre? Eh bien, il s'applique à l'île de Chypre. C'est l'article 20 et 21. Ces articles n'ont jamais été appliqués. Si ces articles avaient été appliqués, Chypre n'aurait jamais connu ce qu'elle a connu en 1974. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de 1923 à 1960, ces articles, alors qu'ils existaient,
n'ont jamais été appliquées, mais en 1960, par le traité de Zurich-Londres, ces deux articles ont été effacés. Qu'est-ce que je veux dire par là avec cet exemple? Je veux vous dire qu'il y en a certains parmi vous qui pensent que le traité de Lausanne ne peut pas être changé. Vous voyez, c'est assez drôle comme phénomène, parce qu'en fait, on pense que les autres traités peuvent être changés, et celui du traité de Lausanne, on se dit non. En fait, il faut savoir que déjà le traité de Paris de 1947 modifie déjà Lausanne et utilise Lausanne. Et l'exemple que je vous donne avec Zurich-Londres, c'est exactement la même chose. C'est tout ça pour vous dire que même si vous pensez qu'un traité est valable, il faut toujours savoir qu'il peut être modifié par un autre traité. Le problème, c'est qui signe et avec qui. Le problème du traité de Kars, c'est encore plus intéressant parce que l'Arménie est au sein de l'Union soviétique, mais l'Union soviétique, avec la Turquie, fait quelque chose de très vicieux. C'est quoi? C'est qu'ils signent tous les deux le traité en disant qu'il ne peut pas avoir l'intervention d'un tiers. Alors c'est très simple, soit l'Arménie est indépendante, et donc elle est tiers, donc elle ne peut pas intervenir, soit elle n'est pas indépendante, elle est co-signataire. C'est un problème en fait qui a préoccupé l'Arménie en 1991. Ça, on n'en tient pas vraiment compte dans les conversations, pourtant, c'est très important de savoir quelle est la position. Je reviens donc au cadre général du sujet pour vous dire que tant qu'il n'y aura pas de professionnalisme dans le concept de pays, dans le concept d'État, dans le concept de reconnaissance, de restitution, eh bien, on aura toujours ces discussions un peu floues. Et donc, c'est très simple. Quand vous posez une question à quelqu'un, dites-lui dans quel article est écrit ce qu'il dit. C'est simple. Ce qu'a fait Arménag, s'il a utilisé exactement cette méthodologie, chaque fois qu'on lui pose une question, il dit, ben voilà, ça c'est l'article 88. C'est pas lui qui l'a écrit, c'est pas moi. Et c'est pas lui qui l'a signé non plus. Donc l'important, c'est que si on n'a pas accès aux sources, on finit par avoir des conversations de café, de couloir, où on a l'impression que tout est jouable, ou tout a été joué, c'est encore pire. Pourquoi? Parce qu'on se dit on ne peut plus rien changer. Alors je vais vous dire 5 étapes au niveau du cerveau humain. La première, c'est la réalité, c'est l'élément de base. C'est ce qu'on pense qui ne change jamais. Ensuite, il y a l'acte. L'acte, on va le définir comme justement un changement de la réalité, donc ce n'est pas un mouvement. On fait beaucoup de mouvements dans la vie, en disant qu'on a fait quelque chose, et en fin de compte, en fin de journée, on se rend compte qu'on a simplement bougé, mais on n'a rien fait. Ça, c'est justement la différence entre l'acte. Pour avoir l'acte, il faut avoir une vision. Si on n'a pas de vision, on ne peut pas trouver un acte qui va changer la réalité. Ensuite, au-dessus de la vision, donc ce qu'on appelle les visionnaires, eh bien, justement, il y a l'utopie. Et encore au-dessus, il y a l'impensable. Le problème, en fait, avec la cause arménienne, c'est que bien souvent, c'est au sein de nous-mêmes qu'on ne pense pas à l'impensable. On se dit, c'est la réalité, on l'a subi, c'est comme ça. En fait, les premiers territoires occupés qu'il faut libérer, ce sont ceux du cerveau. Si on ne pense pas qu'on est libre, eh bien, on n'a pas besoin d'être emprisonné. Vous savez, il y a des personnes, si on les mettait en prison avec la porte ouverte, elles ne la franchiraient pas. Il y a des prisons où, même quand elles sont fermées les portes, les gens qui sont à l'intérieur se sentent libres. Donc la problématique ici est très différente. C'est que, même dans le cadre du processus de réparation, donc je ne m'énerve pas, c'est simplement placer les jalons. Dans le simple processus de réparation, le plus simple, on a beaucoup d'Arméniens qui pensent que ça ne sera jamais fait. Vous voyez,
ne parle même pas encore de restitution du territoire, je parle simplement de dédommagement. Il y en a qui pensent que c'est même pas jouable. Les problèmes avec les assurances, il y a des gens qui n'ont même pas donné leur nom, en pensant qu'ils prendront jamais l'argent. Le processus est très simple. On part de la reconnaissance, on passe à la pénalisation. Eh bien, la pénalisation, c'est seulement le deuxième état. Rien de plus. Ça continue. Il faut ensuite parler de l'écriture des livres d'histoire. Il faut ensuite parler, effectivement, des dédommagements. Et en fait, là où c'est encore plus inadmissible, c'est que comme on a des exemples de génocide, on pourrait quand même s'appuyer sur eux pour se rendre compte, par exemple, que quand il y a un procès contre l'État russe, parce qu'il avait des tableaux qu'il avait pris aux nazis et qui appartenaient aux juifs, eh bien, tout le monde trouve ça normal, sans se rendre compte que c'est exactement la même chose qui va se passer par la suite pour d'autres génocides. Pourquoi? Parce que c'est le même processus. Le problème, en fait, est le suivant. Si vraiment on permettait aux Arméniens de retourner en Arménie occidentale, est-ce qu'ils y iraient? C'est ça la vraie question. Parce qu'en fait, il y en a plein qui parlent de justice, du droit, etc. Enfin, il y en a chez eux. Ils disent que ça serait bien que ça soit comme ça. C'est très bien, c'est vrai, ils ont raison. Mais ils ne seront jamais acteurs. En fait, ces personnes-là ne sont pas dangereuses pour l'État turc. Donc, en fait, elles sont inutiles pour la cause arménienne. Ceux qui sont vraiment dangereux, c'est ceux qui peuvent y aller et y habiter. Parce que ceux-là, même si c'est illégal, ils le feraient. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très bien de se cacher derrière la justice. Le problème, c'est, une fois que ça va être jugé, une fois qu'il y aura une condamnation, est-ce que, au moment de la restitution, les gens voudront y aller? Ou est-ce qu'ils diront simplement, c'est bien, je suis content? Parce que ce que je vous pose comme question, c'est une question évidemment subversive, mais quand on s'est rencontré avec Arsak aussi, avec Armena dans la Sarthe, c'est un problème qui se pose réellement. C'est-à-dire qu'en fait, là, on peut se dire, voilà, ces territoires ont été libérés, on peut y être, on peut vivre, on peut avoir sa maison, on peut avoir son choix. Et il y en a qui ne vont pas. Donc on sait ça. Je ne parle pas des autres exemples encore plus bizarres. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des Arméniens qui considèrent que si on obtient la reconnaissance du génocide, c'est le point final. C'est fini. On n'a pas besoin de faire autre chose, quoi. Et donc, cette problématique est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle divise. La problématique est simple du côté de la Turquie. Et c'est toujours une problématique qui est plus simple du côté de la personne qui commet le génocide. Le génocideur est dans un cadre de stratégie. La victime est dans un cadre d'utopie. Elle ne pense pas que ça va avoir lieu, alors que le génocideur sait exactement ce qui va se passer. Le temps qu'elle réalise, la victime, qu'il est en train de se dérouler ce génocide, eh bien c'est trop tard. Si vraiment elle pouvait le faire, eh bien on ne serait pas dans un cadre de génocide, on ne serait pas dans un cadre de crime contre l'humanité, on serait dans un cadre plus simple de crime de guerre, parce qu'il y aurait une véritable résistance active par des personnes qui sont au courant qu'il y a une véritable attaque. Donc elles seraient dans un cadre de contre-attaque. Là, ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le génocidé ne sait pas qu'il est victime. Prenons un autre exemple. Pourquoi le génocide des Arméniens a eu lieu? Ben, en fait, même les Arméniens se posent la question des fois. Or, la réponse est simple. Elle rejoint ce qu'a dit Armenaï. C'est parce que c'était une civilisation. On ne génocide pas des gens qui ne sont pas une civilisation, parce qu'une civilisation, elle est ancrée, elle a des racines. On ne peut pas l'enlever. Vous savez,
comme je m'occupe aussi des églises, des fois, il y a des gens qui sont crétins, ça arrive, même quand ils veulent les restaurer, s'il y a des plantes qui ont poussé sur les toits, ils les coupent. C'est une erreur. Parce que quand vous coupez la plante, les racines grossissent et ça détruit encore plus l'église. Eh bien, c'est comme ça. Les Arméniens sont comme ces arbres-là. Même si vous leur coupez le haut, les racines grossissent. Le problème, c'est quand vous les coupez plus. Eh bien, quand vous les coupez plus, eh bien, ce sont des plantes qui se sont installées dans un autre endroit où il n'y a pas de problème et elles considèrent que c'est leur territoire. Et ensuite, elles oublient l'essentiel. C'est que le territoire au départ, c'était l'Arménie. Les Arméniens n'ont pas été éliminés parce qu'ils étaient simplement présents, mais parce qu'ils étaient gênants. On n'élimine que celui qui gêne. Or, l'Arménien, comment il peut gêner? Mais il gêne par sa culture, il gêne par sa civilisation, il gêne par sa présence depuis des millénaires, il gêne par son écriture, il gêne par ce qu'il pense, par ce qu'il écrit, par sa musique. S'il n'y avait rien de tout ça, on s'en foutrait complètement des Arméniens. Le problème, c'est que les Arméniens eux-mêmes ne se rendent pas compte que c'est parce qu'ils ont atteint un degré de civilisation important qu'ils ont été victimes du génocide. C'est-à-dire, en fait, c'est l'état d'avancement d'un peuple qui peut être sa propre condamnation par quelqu'un qui est un barbare. Parce que c'est un acte de barbarie. Vous savez, quand on a vu la destruction des tombes, vous savez pourquoi ça nous gêne? Nous, ça nous gêne. Parce que quand même, officiellement, dans votre tête, essayez de réfléchir. Pourquoi vous êtes gêné par le fait qu'on brise une tombe? Le mort, il est déjà mort. La tombe, c'est de la pierre, puis c'est tout. On n'est pas en train de tuer quelqu'un devant vous. Or, dans notre culture, on considère qu'agresser un mort, c'est pire qu'agresser un vivant. Parce qu'il n'a aucun système de défense. Il ne peut rien faire. On ne peut pas dire qu'une croix est gênante. En quoi les Khrachkars étaient gênants? Eh bien, ils n'étaient pas gênants parce qu'ils étaient là. Ils étaient gênants parce qu'ils témoignent d'une culture. S'ils étaient simplement des blocs de pierre non taillés, ben, ils auraient été utilisés en construction. Ils auraient été laissés sur place parce qu'il n'y avait aucune trace de civilisation. Ce qui est gênant pour un génocideur, c'est la trace de la civilisation. Un génocideur ne tue pas les vivants, il tue ceux qui vont venir dans l'avenir. C'est pour ça que les femmes enceintes, eh bien, on ne tue pas seulement la femme, on tue même l'enfant qui n'est pas né. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'un génocide, les victimes sont celles qui vont venir et pas celles qui sont présentes. On a une tendance à considérer que les victimes, c'est un nombre figé. Or, en fait, on ne tient pas compte des non-nés. Seulement, si ces non-nés avaient un nom, si par exemple, Khatchatourian n'était pas né, eh bien, il nous manquerait quelque chose. Le problème, c'est que ces non-nés, ben, ils n'ont pas de nom. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui nous manque. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Le nombre de victimes après un génocide ne cesse d'augmenter. Parce que justement, il y a toutes les personnes qui ne sont pas nées. Est-ce qu'il faut vous poser la question, vous vous en rendez compte vous-même, que le nombre de personnes qui ne sont pas nées après le génocide, c'est un nombre qui est plus important que le nombre de personnes qui vivent en Arménie. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de se dire, c'est une quantité considérable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire alors, dans ce cadre-là? Eh bien, il faut se rendre compte que l'Arménien n'est pas né génocidé. Ça aussi, c'est un travail d'un peuple. Beaucoup de gens
considèrent, dès qu'ils entendent Arménie, arménien, ils associent ça au génocide. Et les Arméniens eux-mêmes font la même chose. Or, c'est comme si vous prenez une personne, vous attendez qu'elle soit morte, même tuée, et ensuite quand elle est tuée, vous l'appelez le tué. Oui, chaque fois que vous faites une référence à lui, vous dites le mort, ou le tué, ou l'exécuter. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire avec l'arménien, avec un grand A. On parle de lui comme si ce n'était que le génocidé. Or, on oublie qu'il a été génocidé parce qu'il existait déjà avant. On oublie que l'acte de génocide, c'est une tentative d'effacement de l'arménien. Si maintenant vous l'appelez le génocidé, vous avez une tendance à l'effacer. Même génocidé. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'identité. Ce que voudrait le génocideur, c'est qu'il n'y ait plus aucune trace. Si on pouvait dire simplement qu'il y a eu des massacres, ça arrangerait tout le monde. C'est pour ça que la mise au point d'Arméniac sur le problème de le génocide des Arméniens est très importante. Ces qualificatifs sont très importants, il ne faut pas les mélanger. Et il faut aussi ne pas oublier qu'il y a juste le mot génocide qui est reconnu. Alors je vais vous donner un exemple un peu plus bizarre pour les Arméniens et pour les Grecs aussi, pour les Assyriens par la suite. Les Arméniens essaient toujours de dire « ça serait bien qu'on obtienne la reconnaissance du génocide ». On est d'accord? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est un point de vue qui est faux dès le départ? Pourquoi? Parce que Lemkin, quand il crée le mot génocide, pour l'expliquer aux autres ce qu'il entend par génocide, il donne l'exemple des Arméniens. Donc c'est quand même assez drôle, au plan mental, que les Arméniens essayent de convaincre les autres que le mot génocide s'applique à eux, alors que le mot génocide est explicité par son créateur parce qu'il s'est passé en Arménie. Au contraire, il faut vous rendre compte, chaque fois qu'on utilise le mot génocide, chaque fois, quel que soit le génocide, on reconnaît le génocide des Arméniens. Parce que rien que son utilisation prouve que l'exemple qui est donné par son créateur est utilisé par les autres. Et ça, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend tellement pas compte qu'on considère, comme je vous ai dit précédemment, que le but ultime dans cette cause serait la reconnaissance du génocide. Mais c'est des gens qui n'ont même pas lu le texte de Lemkin. Parce que s'ils l'avaient lu, il saurait que la simple utilisation de ce mot renforce, chaque fois qu'il est utilisé, la reconnaissance du génocide des Arméniens. Ça, c'est un fait. Il suffit de le lire, il suffit de revenir aux sources. C'est tout l'exemple de la méthodologie de l'Arméniac en disant lisez les textes, lisez les traités, lisez les sources, et puis ensuite, vous pouvez penser. Et si vous pensez différemment, eh bien, on en discute. La problématique, donc, de l'arménité est la suivante. L'arménien pense, en gros, bon, il est avec moi, c'est pour ça que je me permets de parler comme ça, sinon, que c'est un pauvre bougre, c'était pas de sa faute, et on l'a éliminé. Bon. Alors maintenant, voyons le point de vue à l'envers. L'arménien représente en réalité le paradigme de l'humain génocidé. C'est-à-dire, n'importe quel génocide qui existe maintenant ou qui va exister se retrouve dans le cadre du génocide des Arméniens parce qu'il n'est pas reconnu de facto et de jure par l'ensemble de la communauté. Donc il est obligé de passer par de la stratégie de reconnaissance. Et l'arménien représente l'exemple type à suivre. C'est-à-dire que quand vous regardez les gens qui luttent pour d'autres reconnaissances de génocide, ils prennent l'exemple du génocide des Arméniens. Ils prennent l'exemple de la méthodologie arménienne pour avoir des reconnaissances auprès des États. En fait, l'arménien s'est transformé, que vous le vouliez ou pas,
comme un exemple à suivre dans le cadre du combat pour la reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne réalise pas forcément. C'est-à-dire qu'il se concentre au départ sur sa propre identité, en considérant qu'il a été coupable dans un tribunal où il ne savait pas comment on a été jugé. En réalité, il représente le premier à parler des droits de l'humanité. C'est-à-dire que le génocide des Arméniens, c'est un crime contre l'humanité particulier. Mais il n'est pas particulier aux Arméniens. Il est spécifique à l'humanité. La première fois qu'on utilise cette expression au niveau de l'humanité, ça va être justement le génocide des Arméniens. Donc, prenons l'exemple à l'envers. Si... Non, j'ai pas besoin de l'eau. Je le connais, oui. Il est altruiste, mais c'est parce que c'est la différence de température. Si, en fait, vous changez la donne et vous ne mettez pas des Arméniens en Arménie et vous faites le même génocide avec d'autres, ça sera de nouveau un génocide. Ça sera un génocide des machins. On ne sait pas qui c'est. Ça sera exactement les mêmes caractéristiques. Sur le plan de la reconnaissance, sur le plan de la réparation, sur le plan de la restitution, tout serait exactement la même chose. Or, là, c'est l'Arménien qui intervient. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'Arménien n'est pas arménien simplement au sens de pays, il est représentant de l'humanité. C'est le représentant de l'humanité qu'on essaie d'éliminer. Et qu'est-ce que ça veut dire représentant de l'humanité? Ça veut dire en fait qu'on a une culture, qu'on a une civilisation. Donc en fait, quand on essaie d'éliminer l'arménien, on essaie évidemment d'éliminer l'arménien spécifique, mais on essaie d'éliminer en fait un représentant de l'humanité. Parce que dans l'acte de barbarie, on voudrait tout ramener à une table rase. Alors donc là, je fais une remarque à mon ami Armenin. Il a dit qu'il faut réinitialiser. Mais la réinitialisation sur un ordinateur s'effectue avec tous les éléments qu'il y a dans l'ordinateur. C'est-à-dire qu'ils réapparaissent. Le génocide, c'est une autre réinitialisation. C'est-à-dire que c'est la table rase. On voudrait tout effacer et dire qu'il n'y a rien avant. C'est pour ça qu'ils s'emparent des tombes. C'est pour ça qu'ils les éliminent, pour démontrer qu'il n'y a rien. Et ensuite, il y a la Turquie. Or, le problème de la Turquie, pour la reconnaissance, c'est qu'en fait, ses fondements, ses fondations, eh bien, ce sont les ossements des victimes. Ce n'est pas quelque chose d'indépendant. Vous voyez, il y a une différence. Les gens se posent souvent la question, pourquoi la Turquie ne fait pas comme l'Allemagne? C'est très simple. L'Allemagne, elle pouvait très bien reconnaître le génocide nazi et mettre une parenthèse en disant mais l'Allemagne existait avant hein, quand même. On existe après, mais ça c'était nazi. Et là vous allez vous rendre compte que c'est une politique qui essaie d'intervenir maintenant de plus en plus en Turquie en disant, c'est pour ça que c'est très important ce que tu fais, il faut toujours mentionner les 3 génocides. Parce qu'en ce moment, et une petite tendance qui est en train de naître en Turquie, c'est en fait, ça serait la faute de Kemal. Donc si on arrive à mettre Kemal entre parenthèses, eh bien on arrivera à reconnaître le génocide, attention, kémaliste, mais maintenant, nous, de toute façon, on est néo-ottoman. Oui. Vous voyez, quand vous écoutez le Premier ministre turc, il ne fait pas des références à Kemal, il fait des références à l'Empire ottoman. Vous pourriez vous poser la question, pourquoi? Bien, c'est une façon déviante et déviée d'éviter cette problématique. Si toute la Turquie est fondée juste sur Kemal, vous avez un problème. Si elle est la continuité de l'Empire ottoman, et Kemal c'est une parenthèse, vous pourriez mettre tout le génocide des Arméniens dans cette parenthèse en disant après c'est réglé. Et non, ce n'est pas réglé.
Parce qu'en fait, tu l'as très bien dit, ça commence déjà en 1894, ça va continuer jusqu'en 1923. L'ensemble des droits est responsable, on ne peut pas dire qu'il n'y en a qu'un seul. Simplement, on pourrait dire qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Mais l'efficacité ne veut pas dire l'innocence des autres. Donc ce qui est très important à retenir, c'est la chose suivante, c'est qu'on passe bien de l'arménité à l'humanité, parce que l'arménien représente l'humanité, représente celui qui a été accusé, et qui est néanmoins survivant, c'est-à-dire il est encore là, et en plus il revendique. Vous allez me dire, bien ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de la législation, il y a les droits de l'homme, il y a les droits des peuples, il y a les droits des peuples autochtones. Et la porte que tu as mentionnée, qui s'est ouverte, il y a des gens qui n'osent pas rentrer dans des maisons quand la porte est ouverte. Or, c'est une invitation. Il faut y rentrer. Quand les gens sont bien, je vais vous donner un exemple. À Majorque, les gens, ils laissent les clés sur la porte. Ils laissent les clés sur la porte. Vous pouvez rentrer dans leur vestibule et laissez les clés sur la porte. Vous allez dire, c'est bizarre. Si on faisait ça dans d'autres pays, vous imaginez. Eh bien là, justement, le problème, c'est quelle est la maison? La maison, c'est l'humanité. L'humanité prévoit qu'un peuple a le droit de se défendre, a le droit d'exister, a le droit de vivre, a le droit de revendiquer, et en fait a le droit aussi à la restitution. Le problème, c'est l'humanité est à la porte. Nous, on est dehors, et elle dit, est-ce que tu vas demander tes droits? Alors, quelque chose qui est important dans le droit international, Arménag, il a une montre, d'accord? Très bien. Maintenant, on est comme ça, on est deux individus, on n'est plus amis, je lui vole la montre, d'accord? Il me dit, merci, il me dit, c'est la mienne. Il a tort, c'est la mienne. Parce que s'il le dit seulement, sans vouloir la reprendre, c'est la mienne. Dans le droit international, contrairement au droit civil, il y a une énorme différence. Il faut que le coupable du vol dise qu'il est coupable. Parce que ça ne suffit pas qu'il m'accuse. Quand on est dans le droit classique au niveau des humains, s'il m'accuse et il va voir la police et il dit « Nikos, il m'a volé ma montre », la police va venir me voir, elle va me demander elle sort d'où cette montre. Vous voyez? Eh bien, il faut savoir que dans le droit international, ça n'existe pas cette procédure. Alors, je vais vous donner un exemple très clair, je te la redonne, puisqu'on est quand même amis. Et c'est la chose suivante. La Turquie a envahi l'île de Chypre en 1974. Je vous pose la question suivante. Est-ce que l'invasion a eu lieu en 1974? Droit international? Non. Est-ce qu'il y a occupation? Non. Est-ce qu'il y a eu occupation? Oui, à partir de 1987. Normalement, tous les gens civilisés devraient dire, ici, comment c'est possible d'avoir de l'occupation à partir de 1987, alors qu'elle a eu lieu en 1974, et vous nous dites qu'il n'y a pas eu d'invasion, et qu'il n'y a pas eu non plus d'occupation de 1974 à 1987. Eh bien, c'est très simple. C'est le protocole qu'a signé la Turquie par rapport au Conseil de l'Europe, et qui prévoit en fait la restitution des recours européens à cause du droit de libre-échange, de libre circulation, de libre établissement. C'est-à-dire, en fait, vous voyez comme c'est bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand l'État reconnaît que s'active la loi. Donc la loi est activée à partir de 1987, et ça, nous, on est obligé de le dire aux femmes de disparus, aux mères
de disparus en leur disant vous avez eu un problème, c'est vrai, tout le monde le sait, mais au niveau du droit international, il ne commence qu'en 87. Et quand on fait des recours à la Cour européenne des droits de l'homme, même des recours pour non-jouissance de droit, eh bien, il ne démarre qu'après 1987. J'essaie donc de vous dire que le droit international n'est pas un droit naturel, n'est pas un droit physiologique pour nous. C'est un droit logique, mais il faut comprendre sa logique. Donc, dans le cadre de cette logique, quand la porte est ouverte, il faut y entrer. Mais après, il faut y entrer avec de la stratégie. C'est-à-dire qu'il y a un drapeau, oui. Il faut le revendiquer, il faut le montrer. Est-ce qu'on a un territoire? Est-ce qu'il y a des délimitations qui ont été prévues à un moment? Oui. Est-ce qu'il y a un article qui a éliminé l'article 88 et 89? Non. Alors ça existe encore. Dans ce cadre-là, on peut construire, peu à peu, des étapes successives qui sont cumulatives. Très important la différence entre cumulative et successive. Je vous donne un exemple concret. Je prends ce drapeau, je fais juste un déplacement, c'est pas important. Je continue le déplacement, c'est toujours pas important. Mais si j'arrive là, et maintenant je vous dis, je vais le déplacer. Là, vous êtes un peu inquiet quand même. Vous voyez, ici, là, il y a un changement critique. C'est le même déplacement, la main. Par contre, là, je vais produire un acte. Dès qu'il va tomber, ce sera complètement différent. Il faut se rendre compte maintenant que c'est à l'envers. Ce drapeau n'existait pas. Des gens comme Armenaï l'ont levé. Et maintenant, il le tire de plus en plus sur la table. Et maintenant, il dit, moi, quand je parle avec le drapeau. C'est complètement différent. Je ne suis plus simplement un symbole, je suis un représentant. Je ne suis plus simplement une idée, je suis un acte. Et il faut bien vous rendre compte, parce que quelquefois on se demande, est-ce que la Turquie est sensible à ça? C'est très simple. Au jeu d'échecs, Emmanuel Lascar, qui était champion du monde pendant 27 ans, disait quelque chose de très simple. Il disait, et les Arméniens sont très forts au jeu d'échecs, donc ils comprennent tout de suite, même si je parle en français, ne cherche pas le meilleur coup, cherche le bon. Ça veut dire quoi le bon? Ça veut dire celui qui gêne l'ennemi. Tant que vous ne faites pas des coups qui gênent l'ennemi, c'est qu'ils ne sont pas bons. Alors c'est peut-être le meilleur que vous pouviez faire, c'est très bien, mais pas pour le jeu d'échecs, pas pour la stratégie, donc pas pour le peuple. Ce qui est très important, et d'ailleurs je suis content que l'Arménie ait rendu obligatoire l'enseignement du jeu d'échecs. On verra ce qu'il en est de l'Arménie occidentale. Parce qu'on s'est rendu compte que savoir ce type de jeu permettait justement de faire de la stratégie. Ce qui est important, et je voudrais conclure parce qu'il y a d'autres aussi orateurs, c'est la chose suivante. Si on a une idée, elle peut être bonne ou mauvaise. Si on n'a pas de stratégie, on s'en fout qu'elle soit bonne ou mauvaise. Vous avez noté ça? Très bien. En fait, si vous avez de la stratégie, vous pouvez avoir de bonnes idées. Si vous n'avez pas de stratégie, on s'en fout que vous en ayez des bonnes. Et le problème, c'est qu'il y a énormément d'erreurs stratégiques qui se font dans le cadre de la cause arménienne. Ça a beaucoup ralenti le processus et on ne se rend pas compte pourquoi on n'y arrive pas. Et bien souvent, justement, d'ailleurs ça m'a fait plaisir d'entendre ça de Genève, les connaissances et les compétences de la Turquie en matière juridique et stratégique sont très faibles. Le problème est le suivant, c'est que si nous on commet des erreurs tout seuls, eh bien elles sont exploitées. Donc, la problématique est la suivante. Nous sommes enfin passés à un stade, dans le cadre de la cause arménienne,
qui considèrent que la stratégie est nécessaire. Il ne suffit pas de dire qu'on a été victime, il faut pouvoir le démontrer. Il ne suffit pas de dire qu'on a raison, il faut le prouver. Par contre, si vous avez de la méthodologie, si vous savez ce que vous voulez, parce que vous savez, on peut vouloir ce qu'on veut, mais on ne peut pas vouloir ce qu'on veut, disait Schopenhauer. Si vraiment l'Arménien veut la restitution, il l'aura. S'il ne la veut pas vraiment, tout ce qu'il dit, sur le plan tactique, sur le plan juridique, sur le plan des droits de l'homme, c'est simplement pour passer le temps. Alors il n'est pas dangereux. Et tant qu'il n'est pas dangereux, eh bien, le système de la barbarie ne tient pas compte de lui. Le problème, c'est quand on en tient compte. La représentation, justement, je te souhaite bien du courage, parce qu'il le faut, aussi pour l'ONU, est très importante. Il faut qu'elle soit bien préparée, avec des vrais dossiers, comme tu fais, avec des vrais articles, et être capable de répondre à des questions subversives. Sinon, ce n'est pas la peine. Parce que, justement, dans le cadre du processus cumulatif, ce qui est important, ce n'est pas le passé, mais c'est l'avenir. Je m'explique. Quand on fait des travaux de conservation, avant, les conservateurs, dans les musées, essayaient de conserver au mieux. Et ils faisaient énormément d'erreurs. Par exemple, on a conservé des mosaïques avec du béton. Maintenant, on est obligé de briser le béton, parce qu'on a oublié que le béton s'infiltre dans la mosaïque et dans les tesselles. Et on a oublié que le béton est plus costaud que les tesselles. Maintenant, les restaurateurs, ils ne font pas ça. Maintenant, ils ne restaurent pas le passé, ils préparent l'avenir. Ils considèrent que dans l'avenir, les gens seront meilleurs pour restaurer. Donc, ils leur préparent ce qu'ils restaurent pour que la restauration soit effective dans l'avenir. C'est exactement ce qu'on fait dans le cadre de la restitution. En fait, on n'essaie pas de revendiquer tout et n'importe comment. On essaie de poser des jalons pour que les gens qui vont venir et qui vont succéder à cette stratégie puissent continuer et aller encore plus loin en considérant que ce qu'on a fait était une évidence, mais cette évidence a eu lieu. Maintenant, comme le génocide des Arméniens a été reconnu par de nombreux États, on considère que c'est une évidence quand il y en a un nouveau. Facile. Mais non, c'est toujours difficile, c'est toujours des étapes, mais ce qui a été fait, c'est de l'acquis. Donc, pour conclure, vous savez, comme dans l'Union européenne, on a ce qu'on appelle l'acquis communautaire, eh bien, il faudrait vous rendre compte que toute la cause arménienne, en réalité, c'est un acquis pour l'humanité. Parce que toute l'humanité, chaque fois qu'elle se retrouve dans cette situation, peut utiliser, mais cet acquis peut être utilisé lui-même pour la cause arménienne pour aller encore plus loin, pour dépasser une vision. Parce que vous savez, d'abord on passe par l'impensable, ensuite on y pense, et ça devient une utopie. Ensuite, on en parle avec des amis, et ils disent ça pourrait être une vision, un but. Puis il y en a d'autres qui arrivent, plus jeunes, plus récents, qui considèrent que c'est un but, donc il faudrait le faire, et qui le font. Et ensuite, on appelle ça la réalité. La réalité n'est pas immobile. Elle change, et la cause arménienne l'a démontré. Merci bien.